Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Talk with SEO de Souni. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Moussadek Bali, PDG du groupe Azalai. Nos échanges vont porter sur son parcours, le secteur de l'hôtellerie et du tourisme au Mali. Et en conclusion, nous parlerons du climat des affaires au Mali. Cela dit, nous entrons dans le vif du sujet. Bonjour, Monsieur Bali. Bonjour. Nous vous remercions pour cet accueil chaleureux. Merci, c'est un plaisir partagé. Voudriez-vous vous présenter succinctement? Alors, mon nom est Moussadek Bali, j'ai 59 ans, je suis marié, père de 4 enfants. Je suis dans les affaires depuis quelques décennies maintenant. Je suis né à Niamey, j'ai fait mes études ici au Mali, en France et aux États-Unis. Et après mes études supérieures dans une école de commerce aux États-Unis, je suis rentré au Mali, où pendant une dizaine d'années, j'ai évolué dans l'entreprise familiale où on faisait du négoce. Et à partir de 1994, j'ai lancé la Société malienne de promotion hôtelière qui a racheté le Grand Hôtel de Bamako. Et c'est de là qu'est partie l'aventure Azalai. D'accord. Alors, Monsieur Moussadek Bali, pourquoi vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui vous a motivé concrètement? Je dois dire que je suis... l'entrepreneuriat est quelque part un peu dans nos gènes familiales. Hein. Je suis petit-fils de commerçant, donc entreprendre est quelque part une activité naturelle chez nous, dans la famille. Donc j'ai grandi un peu dans cette atmosphère-là. Quand j'étais enfant, on passait nos vacances à Gao, à Tombouctou, à Mopti, et on était souvent dans les boutiques de mon père. Je voyais aussi mon père qui voyageait très souvent dans le cadre de ses affaires. Donc j'ai vraiment grandi dans cette atmosphère d'entrepreneuriat, disons, et je voyais aussi mes oncles, ceux qui étaient beaucoup plus âgés que moi, qui faisaient aussi du commerce. Donc c'est naturellement après avoir eu mon bac, je me suis orienté vers une école de commerce, donc où je me suis spécialisé en finance. Et donc quand je suis rentré au pays, j'ai bien sûr travaillé en famille, en entreprise familiale, avec mon père, avec mes frères, et nous étions dans le négoce de denrées alimentaires. C'est vraiment pendant cette période que j'ai, disons, beaucoup appris aux côtés d'un grand mentor, d'un grand coach, quelqu'un à qui je dois tout, qui est fait mon père, qui est derrière là sur cette photo-là. Et donc j'ai beaucoup appris le métier de chef d'entreprise à ses côtés. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais comme vous savez, dans la vie, pour avancer, il faut se tromper, il faut faire des erreurs, il faut tirer des leçons. Et puis, à un moment donné, je sentais que je pouvais avoir plus d'impact économique dans mon pays, créer plus de valeur ajoutée, plus d'emplois. Et j'ai cherché à me diversifier, à ne pas faire que du négoce et à rentrer dans une activité industrielle. Et d'ailleurs, ma toute première idée, c'était de faire une usine de compote de mangue à Sikasso. Bon, ce projet n'a pas prospéré et puis je me suis intéressé à l'industrie du tourisme, qui est une grande industrie qui crée beaucoup d'emplois, qui fait rentrer des devises et qui paye beaucoup d'impôts et de taxes, non seulement aux municipalités, mais aussi à l'État central. Donc c'est là que, au même moment, l'État du Mali privatisait beaucoup de sociétés d'État, dont la Société des hôtelleries du Mali, qui possédait le Grand Hôtel de Bamako et l'Hôtel L'Amitié. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans le tourisme. Donc je dois dire que l'entrepreneuriat a toujours été une passion pour moi, vraiment une véritable passion. Et d'ailleurs, pour être entrepreneur, il faut être passionné.
Tout à fait. On va y arriver. Vous avez tantôt parlé dans vos propos du métier de chef d'entreprise. Pouvez-vous nous raconter en quelques lignes votre quotidien de chef d'entreprise aujourd'hui? Ah, c'est un quotidien extrêmement chargé. Quand on est chef d'entreprise et qu'on a cette passion d'être utile en créant des emplois, en créant des vocations, en prenant des risques. Souvent, les jeunes que je rencontre, je leur dis que le métier d'un chef d'entreprise, c'est un métier de prise de risque. On prend beaucoup de risques parce que vous pouvez investir et que l'investissement ne réussisse pas et vous laissez quand même pas mal d'argent dans l'investissement. Donc, on ne compte pas ses heures. On travaille quasiment tout le temps. Même quand on n'est pas au bureau, on réfléchit. On vient au bureau tôt. En général, quand on est un chef, on vient le premier, on quitte le dernier. C'est un métier qui aussi nécessite ou demande des sacrifices personnels, puisque vous devez prendre beaucoup de votre temps personnel, souvent, malheureusement, en tout cas à certains niveaux, sur le temps de la famille aussi, sur la vie privée, sur la vie sociale. Il y a souvent des événements sociaux auxquels vous ne pouvez pas participer parce que vous êtes, disons, en tout cas si vous avez le souci de bien gérer votre entreprise, cette entreprise vous prend énormément de temps. Donc le quotidien d'un chef d'entreprise, c'est des heures et des heures de travail, c'est beaucoup de collaboration avec ses collaborateurs, c'est une réflexion permanente parce que on a une vision, on a une stratégie, on doit souvent adapter cette stratégie aux situations du moment. Par exemple, aujourd'hui, notre industrie est sinistrée par la pandémie du Covid-19, donc il faut adapter la stratégie à cette situation. C'est des sacrifices personnels sur beaucoup d'autres choses, la vie privée, la vie personnelle, la vie sociale. Mais au bout du compte, lorsque vos projets voient le jour et que votre stratégie marche et que votre vision voit le jour, il y a quand même une très grande satisfaction. Vous vous dites que bon, finalement, j'ai pas consenti tous ces sacrifices pour rien. Merci, Monsieur Moussadek Bali. À la suite de cette question, nous allons évoluer. Cette fois-ci, nous allons parler du secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, c'est un secteur dans lequel vous évoluez depuis plusieurs années. Donc, ma première question à ce niveau, c'est selon vos propres analyses, comment se porte de façon globale le secteur du tourisme et de l'hôtellerie au Mali? C'est un secteur qui est en première ligne. L'industrie du voyage de façon générale, donc tout ce qui est transport aérien, transport terrestre, hébergement, restauration, agence de voyage. On appelle ça l'industrie de première ligne parce que lorsqu'il y a une crise comme celle que nous vivons, c'est l'industrie qui souffre la première, avant les autres industries, disons, avant les autres industries. Donc oui, c'est une industrie qui est fortement sinistrée parce que lorsque la pandémie est arrivée sur notre continent, elle a commencé, comme vous le savez, en Chine, ensuite elle est allée en Europe, en Amérique et ensuite en Afrique. Du coup, les frontières se sont fermées, plus de voyages, plus de déplacements. Et donc, quand vous êtes dans l'industrie du voyage, lorsqu'il n'y a plus de voyageurs, c'est les compagnies aériennes qui commencent à souffrir. Ensuite, les hôteliers, il n'y a plus de circuit touristique, les agences de voyage aussi arrêtent. Donc, c'est un secteur qui est fortement sinistré, qui est quasiment à l'arrêt. En ce qui nous concerne, par exemple, le groupe Azalaï, nous avons dû fermer tous nos hôtels à fin mars de cette année, et nous avons rouvert ces hôtels qu'au mois d'août. Et même on n'a pas encore ouvert tous les hôtels.
la fréquentation de ces hôtels est encore très très timide. On a des taux d'occupation qui varient entre 5, maximum 20%. Mais on s'est dit qu'il fallait quand même ouvrir pour sauver un peu les emplois. Malheureusement, cette pandémie va détruire beaucoup d'emplois, pas que dans le secteur du tourisme, dans tous les autres secteurs. Donc je disais tantôt que l'industrie du tourisme est une industrie en première ligne, donc elle souffre la première, mais après toutes les autres industries souffrent, que ce soit l'industrie manufacturière, les finances, les banques souffrent aussi parce que les clients, les entrepreneurs qui se sont endettés pour investir dans leur projet n'arrivent plus à rembourser les prêts, donc les banques sont obligées de rééchelonner ces prêts. Donc l'économie est un tout. Il n'y a pas une seule industrie qui souffre, elles souffrent toutes, sauf que l'industrie du voyage et du tourisme souffre la première et elle est aussi la plus affectée effectivement parce que avec cette pandémie, les gens ne voyagent plus. D'accord. Ceci étant, nous allons parler du groupe Azalai que vous dirigez également. Alors, de ce fait, pouvez-vous nous présenter en quelques lignes le groupe Azalai en termes d'effectifs, en termes d'implantation à travers le continent et également en termes de chiffre d'affaires, si vous pouvez nous toucher un mot des réalisations du groupe Azalai sur ces 3 dernières années. Alors le groupe Azalai, comme je l'ai dit tantôt, est issu de la privatisation du Grand Hôtel de Bamako. En fin 93, début 94, on a racheté donc cet hôtel avec l'État malien, notamment la Société malienne de promotion hôtelière. Donc on a rénové cet hôtel-là et on l'a remis sur le marché en février 95. Donc c'était un hôtel de 77 chambres avec 60 collaborateurs. Et ma foi, ça a bien marché. Et nous avons donc été approchés par l'État du Mali qui nous a vendu le terrain sur lequel nous avons construit l'hôtel Salam où nous nous trouvons aujourd'hui, que nous avons ouvert en janvier 2000. Et ensuite, en 2004, nous avons participé à un appel d'offres de privatisation au Burkina Faso, appel d'offres au sujet de l'hôtel Indépendance que nous avons eu la chance de gagner aussi. Et donc là aussi, nous avons rénové l'hôtel. Et en 2005, nous avons repris en gestion l'hôtel Nord-Sud, que nous avons ultérieurement racheté d'ailleurs. Donc en 2005, lorsque nous avons eu le Grand Hôtel de Bamako, l'hôtel Salam de Bamako, l'hôtel Indépendance à Ouagadougou, l'hôtel Nord-Sud à Bamako, nous avons pensé que nous avons l'embryon d'une chaîne hôtelière panafricaine et sous-régionale. Donc nous avons fait appel à une agence de communication, DFA, qui nous a proposé plusieurs noms, plusieurs logos. Nous avons fait une sorte de brainstorming à l'interne et nous avons choisi Azalai. Azalai qui signifie la caravane de sel en langue tamashek, donc la langue des Touaregs. L'Azalai, c'est des centaines et des centaines de dromadaires qui quittent la mine de sel de Taoudéni, environ 700 km au nord de Tombouctou, et qui transportent des barres de sel. Chaque dromadaire peut prendre entre 4 et 5 barres de sel de 25 kg chaque barre. Et donc, des centaines de dromadaires qui traversent le désert pour venir à Tombouctou. Et ensuite, ce sel est émis sur des pirogues pour aller vers Mopti. Et avant qu'on ait de la monnaie, ce sel était échangé contre des vivres qui remontaient dans le nord du Mali. Donc, c'est ça la signification. Donc, nous avons pensé qu'Azalai personnifiait le voyage, l'hospitalité et tout ça. Donc, nous avons choisi Azalai avec un logo qui représente 2 dunes de sable renversées et puis collées. Et après, nous avons continué notre développement. Notre vision, c'était d'avoir une chaîne hôtelière panafricaine. Et notre stratégie, c'était d'abord se développer
dans l'espace UEMOA. Donc nous avons continué à nous développer dans les 8 pays de l'UEMOA. Donc après le Burkina, nous sommes allés en Guinée-Bissau, Bénin. Et après, nous sommes même sortis de l'UEMOA puisque nous sommes allés en Mauritanie. Et ensuite, nous sommes venus en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, nous avons 4 projets de construction qui sont actifs. Le Sénégal, la Guinée-Conakry, le Niger et le Cameroun. Donc, disons, 26 ans après, nous sommes partis d'un hôtel, le Grand Hôtel de Bamako, avec 77 chambres, 60 collaborateurs. Nous avons aujourd'hui une dizaine d'unités hôtelières, environ 1100 chambres. Nous avons investi plus de 100 milliards de francs CFA dans la construction et dans la rénovation de ces hôtels-là. Nous avons environ 800 collaborateurs qui sont embauchés directement par nos hôtels. Et puis nous avons, vous savez, dans l'hôtellerie, chaque fois que vous créez un emploi, vous en créez 2 à 3 de façon indirecte, c'est-à-dire toutes ces sociétés de gardiennage, des loueurs de voitures, les sociétés qui font le nettoyage, qui font le jardinage et tout ça. Donc, nous avons créé environ 3000 emplois directs et indirects depuis que nous avons démarré cette aventure Azalai. Azalai, c'est un groupe qui fait environ 40 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, ça dépend des années, donc environ entre 25 milliards et 30 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires par an. D'accord. Après vous avoir écouté et après avoir compris tout ce que vous venez de dire, on a quand même envie de vous poser une question. Pourquoi ce secteur et pas un autre? C'est une bonne question. Vous savez, comme on dit, l'occasion fait le larron. J'étais arrivé après 10 ans dans le négoce, comme je vous ai dit, j'étais arrivé à un moment où je fais une sorte d'introspection. Je me suis dit, bon, quelle est ma valeur ajoutée dans ce pays-là, qui m'a tout donné d'ailleurs. J'ai fait l'école publique, j'ai reçu une excellente éducation venant de ce pays. Malheureusement, cette qualité d'éducation publique n'existe plus et je déplore cela. Qu'est-ce que je peux apporter à mon pays? Je pouvais continuer à faire le métier de mon père, de mon grand-père, acheter, vendre, mais j'estimais que je pouvais être encore plus utile. J'avais eu la chance d'étudier, de faire des études supérieures, de maîtriser les finances. Et donc, j'étais arrivé à un moment où je faisais un peu une introspection. Et donc, j'ai cherché à me diversifier dans des activités plus génératrices de valeur ajoutée. Et j'avoue que cette occasion est venue à moi, à savoir, j'ai commencé à m'intéresser à l'industrie du tourisme et notamment à l'hôtellerie parce que je recevais souvent des fournisseurs qui se plaignaient de la qualité des hôtels. Je voyais qu'il y avait une opportunité de développement et d'ailleurs, l'évolution de l'industrie de l'hôtellerie en Afrique confirme cela. Je me rappelle que quand nous avons commencé, il n'y avait quasiment pas d'Africains qui investissaient ou de Maliens qui investissaient dans ce secteur. Aujourd'hui, vous voyez tous les nouveaux hôtels qui ont été construits à Bamako l'ont été par des Maliens. Donc les Maliens se sont intéressés à ce secteur qui est quand même un secteur extrêmement important parce que ça crée énormément de valeur ajoutée, énormément d'emplois. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé à ce secteur. Ça aurait pu être une autre industrie, l'industrie manufacturière, l'agro-industrie. Mais bon, vous savez, personnellement, je pense que pour être efficace, il ne faut pas trop se disperser. Oui, aujourd'hui, j'aurais pu embrasser beaucoup d'autres secteurs, mais être un chef d'entreprise dans nos environnements qui ne sont pas faciles ou disons le doing business n'est pas aisé, où nous avons des administrations qui sont lourdes, nous avons souvent des administrations publiques qui sont prédatrices, qui ne facilitent pas, disons, la création d'emplois, qui ne facilitent pas la création d'entreprises. Je me suis dit qu'il fallait se concentrer sur le développement du groupe Azalai. Et je pense que ça a été une bonne stratégie pour moi.
Ça a été visionnaire parce que ça nous a quand même permis de nous développer de façon assez rapide parce qu'en un quart de siècle quand même, nous sommes devenus un acteur majeur de l'hôtellerie sur le continent africain. Quelles ont été les principales difficultés rencontrées durant votre parcours, c'est-à-dire de la création de Azalai jusqu'à nos jours? Il y a eu beaucoup de difficultés, mais vous savez, le parcours d'un chef d'entreprise est un parcours de marathon et de coureur d'obstacles. Chaque fois que vous franchissez un obstacle, il y a le prochain qui se présente à vous. Et les jeunes qui veulent se lancer dans cette voie de l'entrepreneuriat doivent comprendre cela. Et c'est pour ça que ça nécessite beaucoup d'humilité, beaucoup de résilience, avoir une vision, avoir une stratégie, s'entourer de compétences parce que aujourd'hui Azalai est ce qu'il est parce que dès le début j'ai compris que c'est une vision qui ne peut se réaliser qu'avec une équipe. Donc comme dit l'adage, seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Le premier obstacle, ça a été d'abord, je dirais, psychologique. C'est-à-dire, c'est vrai que quitter un métier où on était dans sa zone de confort, où les choses marchaient bien, un métier dans lequel on est né, on a grandi, que son père, son grand-père a pratiqué, c'était pas déjà un choix facile. Ensuite, convaincre l'entourage, la famille, les amis, que voilà, vous allez laisser tomber le métier de votre père et démarrer un nouveau métier, ça aussi, c'était pas facile. Ensuite, j'ai choisi un secteur dans lequel il n'y avait quasiment pas d'Africains, en tout cas pas de Maliens. Et on a même essayé de me convaincre que ce n'était pas fait pour nous les Africains, que nous étions des bons commerçants, mais le métier, l'hôtellerie, ça demandait de la technicité, beaucoup de capitaux, c'était complexe et nous, on n'était pas capable de le faire. Au contraire, ça m'a galvanisé, ça m'a donné encore plus, je dirais, de motivation et ça m'a confirmé dans ma vision. Donc, on a prouvé aujourd'hui qu'il n'y a aucun secteur qui est au-delà des capacités mentales et intellectuelles des Africains. Ensuite, c'est les difficultés inhérentes à à gérer des entreprises dans les pays africains. Accéder au foncier qui est très cher, souvent indisponible, obtenir les différentes autorisations dans les administrations publiques qui prend du temps, mobiliser les financements, construire, on n'a souvent pas des entreprises qualifiées pour faire du travail de qualité, donc construire les hôtels, ça prend du temps, on ne respecte jamais les délais, donc on sort souvent des budgets malheureusement. Mais je dirais le challenge le plus compliqué, ça a été d'avoir des capacités humaines, des compétences humaines. Parce que comme c'est un métier qui n'était pas vulgarisé dans nos sociétés, surtout dans nos sociétés sahéliennes, ça l'est un peu plus dans les pays côtiers. C'était très difficile d'avoir des compétences au Mali, donc on a fait venir des expatriés. Mais petit à petit, les jeunes Maliens ont découvert ce métier. D'ailleurs, aujourd'hui, on a même créé 2 écoles de formation au métier de l'hôtellerie. Donc aujourd'hui, on n'a plus un seul expatrié dans le groupe Azalai. Dans tous les 6 pays où nous sommes présents, tous les postes sont occupés par des Africains. Ceci va nous permettre d'aborder la troisième et la dernière partie de notre interview, axée justement sur le climat des affaires au Mali. De façon globale, comment apercevez-vous le climat des affaires au Mali, notamment dans le contexte qui est le nôtre, le contexte politique, le contexte sécuritaire et le contexte social notamment dans lequel nous sommes. Alors, quel regard portez-vous sur le climat des affaires au Mali? Écoutez, j'ai le privilège de l'âge, donc je me rappelle que quand j'ai commencé à travailler au Mali, dans les années 80,
tout était vraiment, tous les secteurs étaient quasiment étatisés. Je me rappelle quand j'importais mes sacs de sucre et mes sacs de riz, il fallait l'autorisation d'un fonctionnaire des affaires économiques pour m'autoriser à vendre et à fixer mon prix. Donc je dois avouer que nos économies ont été, en quelques décennies, ont été libéralisées. Aujourd'hui, vraiment, on peut dire que nous sommes dans des économies libérales. Quasiment tous les secteurs sont accessibles. Mais ce qui rend difficile aujourd'hui le doing business au Mali, c'est bien sûr la non-attractivité du Mali. On connaît les problèmes aujourd'hui au Mali, l'insécurité, l'instabilité politique. On vient de sortir de notre 4e coup d'État, malheureusement. Nous sommes en transition. Tout ceci, malheureusement, ne permet pas, je dirais, n'attire pas, en tout cas les investisseurs de l'extérieur. Et même les Maliens peuvent dire, bon, la situation n'est pas, il n'y a pas de visibilité, certains préfèrent thésauriser ou investir dans l'immobilier en attendant des jours meilleurs pour investir dans des projets à forte valeur ajoutée. Ensuite, nous avons quand même une administration qui n'est pas très pro-création d'emplois. C'est une administration qui est souvent assez lourde. Les procédures prennent du temps. Il y a aussi, pas dans toute l'administration, malheureusement, dans certaines administrations, il y a des niveaux de corruption qui sont très très élevés, qui découragent les investisseurs. Il y a la qualité des ressources humaines. Ça, c'est un gros challenge au Mali. J'étais l'autre soir à une conférence où il y avait beaucoup de jeunes et je leur disais que les politiques leur ont menti. Ils leur ont dit que oui, nous allons vous mettre tous à l'université, vous allez tous avoir des licences, des masters et tout ça. Malheureusement, dans des domaines où il n'y a pas de création d'emplois. Donc aujourd'hui, on voit une école malienne qui produit malheureusement beaucoup de chômeurs. Et par contre, il y a des entreprises qui créent des emplois, mais ces emplois ne sont pas occupés ou occupés par des non-maliens, simplement parce que les jeunes maliens n'ont pas reçu la formation adéquate pour ces emplois. Donc je pense que les autorités publiques maliennes devraient réorienter vraiment leur stratégie d'éducation vers la formation, vers les métiers, donc tout ce qui est formation technique et professionnelle, parce que le Mali a une économie basique qui crée des emplois pour justement les métiers. Je n'ai rien contre des études universitaires, ceux qui peuvent le faire, qu'ils le fassent, mais la grande majorité de nos jeunes devraient être formés au métier parce que il y a quand même de la création d'emplois au Mali, mais il y a une inadéquation entre la formation et ces emplois qui sont créés. Je prends l'exemple des mines, par exemple. Les sociétés minières importent beaucoup de main-d'œuvre parce qu'ils ne trouvent pas la main-d'œuvre qualifiée pour travailler dans les mines au Mali. C'est le cas aussi de plusieurs secteurs. Même dans mon secteur, je vois qu'il y a beaucoup d'emplois dans nos hôtels qui sont occupés par des non-maliens parce qu'on n'arrive pas à trouver justement les jeunes maliens formés à ces emplois-là. L'autre obstacle, l'autre difficulté qui rend difficile justement l'entrepreneuriat au Mali, c'est l'accès au financement. Et ça, j'avoue que c'est un gros souci, notamment pour les jeunes qui se lancent, qui ont des idées, qui ont peut-être déjà lancé leurs entreprises, qui veulent grandir. Accéder à des financements, c'est très compliqué. Le système bancaire classique ne les accompagne pas. Et il n'y a pas de système public, genre Small Business Administration aux États-Unis, ou bien la Banque publique d'investissement en France, qui vraiment accompagne ces jeunes entrepreneurs et les aide à développer leurs entreprises. Donc le financement est un sérieux souci au Mali. Ensuite, il y a la fiscalité. La fiscalité au Mali, c'est pas qu'elle est trop lourde, elle est à peu près au même niveau que les autres pays. Sauf que malheureusement au Mali, c'est l'assiette qui est très réduite. Donc l'administration fiscale a tendance à aller toujours chercher
ceux qui ont fait le pari d'être au grand jour, donc d'avoir pignon sur rue, de déclarer, de faire les déclarations et tout ça. Au Mali, dès que vous avez pignon sur rue, que vous êtes une société qui est dans le formel, vous respectez vos obligations fiscales, mais vous êtes victime d'un harcèlement fiscal extraordinaire. Ce qui fait que les jeunes, en tout cas ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, préfèrent rester dans le secteur informel. Donc vraiment, si l'administration fiscale pouvait mettre l'accent sur l'élargissement de l'assiette fiscale, au lieu de dire, bon, nous, on a des objectifs de recettes cette année, on va aller chercher ceux qui sont dans le secteur formel, qui déclarent chaque année, on va les contrôler, on va. Malheureusement, ils finissent par réduire l'assiette fiscale. Je crois que selon les statistiques, presque 90% des impôts au Mali sont payés par 10% des entreprises. Donc ça aussi, c'est un souci. Voilà, donc je pense que tout ceci fait que, effectivement, c'est-à-dire l'insécurité, il ne faut pas oublier quand même 2/3 de notre territoire sont occupés, malheureusement, et échappent à l'État central. Donc l'insécurité, l'inadéquation entre la formation des jeunes et les besoins des entreprises. Il n'y a pas un réel dialogue entre le système éducatif et le monde de l'entreprise qui crée les emplois. Ce sont les entreprises qui créent les emplois, ce n'est pas l'État. La problématique du financement des projets, surtout des TPE et des PME, l'inégalité, je veux dire, devant la fiscalité, c'est-à-dire dès qu'on a pignon sur rue, on est harcelé fiscalement, donc l'assiette fiscale est réduite au lieu de l'élargir, et puis une administration qui n'est pas très proactive. Tout ceci fait que aujourd'hui, effectivement, le Mali n'est pas une destination attractive pour les investissements. Mais ça reste quand même un pays qui a un très fort potentiel, où tout reste à faire. Le Mali est vraiment une puissance agricole endormie. S'il y a un seul secteur que je conseillerais aux jeunes, c'est tout ce qui est agro-industrie. On a tellement de production dans ce pays qu'on pourrait transformer localement. Au lieu d'exporter notre coton, pourquoi ne pas faire des tissus? Notre noix de cajou qui est exportée comme ça, on peut faire des snacks. Le bétail qui est exporté dans des camions sur pied, pourquoi ne pas créer 10, 20, 30 abattoirs pour les abattre ici? On garde la valeur ajoutée, les peaux, on fait des tanneries, on fait des chaussures, des babouches que je porte qui sont importées, on peut les faire avec nos peaux. Il y a tellement de potentiel dans ce pays. On a de l'eau, on a de la terre, on a du soleil. Il faut juste le bon leadership, il faut une stabilité politique pour vraiment mettre en valeur ce potentiel-là. Donc, malgré les difficultés, ça reste quand même un pays en devenir, un pays au potentiel extraordinaire. Moi, je ne vous parle même pas de ce qui est sous le sol, parce que je pense que ce qui est sous le sol ne développe pas un pays, malheureusement. Le Mali peut se développer avec ce qui est sur la terre, et notamment l'agro-industrie. Nous sommes pratiquement à la fin de cette interview. Avez-vous, pour terminer bien sûr sur une bonne note, avez-vous une anecdote? Oh, vous savez, j'ai un très long parcours d'entrepreneur sur plusieurs décennies. J'ai beaucoup d'anecdotes, mais si je devais en choisir une, ce serait lorsque je faisais les travaux de rénovation du Grand Hôtel en 1994. J'ai fait appel à une banque locale pour me faire un prêt relais, le temps que le prêt que la SMPH avait obtenu de la SFI, filiale de la Banque mondiale, soit décaissé. J'ai fait appel à un banquier local, un banquier français, donc qui est venu visiter les travaux et puis il a vu les travaux, il a dit c'est très bien, vous avez fait un bel investissement. Mais bon, vous savez, Monsieur Bali, vous les Maliens, vous êtes des grands commerçants, pas qu'ici, partout, les plus grands commerçants sont des Maliens. Donc, je vous suggère justement de finir la rénovation et puis de confier en gestion votre hôtel à une chaîne internationale.
Donc, je lui ai dit, écoutez, merci, je ne vous ai pas appelé pour ça, je vous ai plutôt appelé pour me faire un prêt. Et donc, et ce jour-là, si j'avais écouté ce banquier, peut-être Azalaï n'aurait jamais vu le jour. Donc, je raconte souvent cette anecdote parce que pour moi, c'est la preuve que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on est déterminé, lorsqu'on a confiance en soi-même et lorsque on sait où on va, ben, tout est possible. Ce jour-là, si j'avais écouté effectivement ce banquier qui me disait en quelque part, ne criez pas à Zalaï, achetez un hôtel, rénovez-le et mettez, je sais pas moi, Hilton, Sheraton, Novotel, Ibis ou je sais pas quelle marque internationale, ben Azalaï n'aurait jamais vu le jour. Et je lui dis, ah oui, il a peut-être raison, allez, j'investis et puis moi je continue mon négoce et puis cette chaîne va gérer mon hôtel. Azalaï n'aurait jamais vu le jour. Donc c'est quelque part un message que je lance aux jeunes. Il faut oser, il faut avoir de la vision, il faut être résilient et humble et en général quand on a ça, on peut aller très loin. Ok, je crois qu'on va terminer sur cette bonne note. Nous vous remercions, Monsieur Bali, pour votre disponibilité et pour avoir également répondu à nos différentes questions. Ce fut un plaisir. Plaisir partagé et merci de m'avoir interviewé.